Le Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue pour cette conversation en compagnie de Christophe Onodibio et Laurent Godet, qui commencent déjà à être dissipés dans la salle. Bonjour à tous les deux, messieurs, et merci beaucoup de votre présence. On accueille également Olivier Martineau, qui est comédien et qui va nous lire un extrait de chacun des livres dont on va parler pendant cette conversation. Les romans que Laurent et Christophe ont fait paraître à la dernière rentrée littéraire, dont on va voir qu'ils ont bien sûr des différences, mais un certain nombre de points communs, de fils qu'on va essayer de tirer avec l'un et l'autre pendant cette conversation. Bien sûr, le rapport à la Grèce, on va en reparler pendant cette discussion. Et puis aussi des livres, et une fois n'est pas coutume pour ces deux auteurs, quoique pour Laurent ça avait déjà été le cas, qui sont des livres qu'on pourrait appeler des romans d'anticipation, en tout cas des livres dont l'intrigue se situe dans un avenir plus ou moins proche, des livres qui vous permettent donc, messieurs, à la fois de regarder le monde de demain, mais tout en regardant le monde d'aujourd'hui, puisque les mondes que vous décrivez ont, on va le voir, un certain nombre de résonances avec notre présent et avec notre contemporain. Et puis à l'intérieur de ces mondes du futur, ces mondes autoritaires, ces mondes surveillés, ces mondes où la liberté est plutôt une denrée rare, il y a un certain nombre de personnages qui cherchent à résister, à résister précisément à cette violence, à la violence du monde, avec, on va le voir, un certain nombre d'échappées, l'exil, le déplacement géographique, mais aussi la beauté, la spiritualité, l'amitié, l'amour, bien sûr, la filiation, la transmission. Et puis, d'une certaine manière, la mémoire, puisque il me semble que dans les deux livres, il s'agit d'un rapport à la mémoire, à ce qu'on transmet, et d'une certaine manière, à un regard porté sur les mondes engloutis. Nous y reviendrons avec l'un et l'autre. Tout petit temps de présentation, même si on vous connaît évidemment très bien l'un et l'autre. Christophe Onodibio, journaliste, vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Point. Vous avez publié de très nombreux romans, et notamment aux éditions Gallimard, des livres qui d'ailleurs ont des titres qui résonnent les uns avec les autres, me semble-t-il. Je pense notamment à Plonger et Croire au merveilleux. Et puis ce livre-là, Trouver refuge, on est en 2027, dans un avenir très proche. Un pays qui a élu un président qui est surnommé Papa, un président relativement autoritaire, pourrait-on dire, mais on va revenir bien sûr à tout cela. Et puis il y a le personnage de Sacha qui a connu ce papa dans sa jeunesse et qui va un jour dire une phrase de trop qui va le mettre en danger, lui et sa famille. Avec sa femme et sa fille, ils vont devoir fuir, ils vont devoir quitter leur pays, et ils vont tenter de se rapprocher d'un lieu qui est le lieu refuge d'une certaine manière, qui est ce fameux mont Athos. On reviendra bien sûr sur tout cela pendant la conversation. Et puis Laurent, je ne vais pas faire l'ensemble de votre bibliographie, bien sûr de très nombreux romans, des pièces de théâtre également, des nouvelles, des romans chez Actes Sud, et notamment Le Soleil d'Escorta, bien sûr, qui vous avait valu le Goncourt en 2004, et puis plus récemment Eldorado, Écoutez nos défaites, qui est un livre que j'adore, comme vous le savez. Et puis ce livre-là, Chien 51. Alors là, on est dans un monde où les sociétés privées rachètent les États en faillite. Dans le livre de Laurent, c'est le cas de la Grèce qui a été rachetée suite à la faillite par une société qui s'appelle Goldtex. Ils ont fondé une nouvelle mégalopole dans laquelle on retrouve le personnage de Zem Sparak, qui est un policier pour ce nouvel État, qui est un chien d'une certaine manière, comme le titre l'indique, et qui, au moment d'une enquête, comme ça, il va enquêter sur un meurtre, il va se rapprocher d'abord d'une enquêtrice qui va travailler avec lui, et puis petit à petit va se jouer à la fois l'enquête et puis le rapport au passé, puisque Zem Sparak se rappelle de ce qui se passait dans la Grèce d'antan, d'une certaine manière. Voilà pour ces introductions, bien sûr, au pas de course. On va très vite vous donner la parole, mais je vais d'abord donner la parole à Olivier Martineau pour un temps de lecture du début des deux romans dont on va parler par la suite. Olivier, c'est à vous. Il ferma la porte et regagna la plage avec la bouteille d'eau. Sa femme ôta le bouchon à étriller et fit boire leur petite fille avant de boire à son tour. Il suivit des yeux la ligne que dessinaient son front et son nez, sa bouche, son menton et son cou, un paysage qu'il ne s'était jamais lassé d'embrasser. Elle essuya ensuite ses lèvres avec son index, elle faisait cela, c'était son geste, il l'aimait. Il but lui aussi et posa la bouteille, vide, sur le sable, pensant à la chanson de Police, Message in a Bottle, que fredonnait son père quand lui n'était qu'un enfant. Il ne savait pas alors qu'il penserait à cette chanson aujourd'hui même et qu'il la fredonnerait lancinante peut-être, mais lui rappelant comme à tant d'autres avant lui
qu'il n'était pas le seul à se sentir seul. Peut-être proposerait-il à sa fille d'écrire un message à glisser dans la bouteille, un SOS, mais à envoyer à qui? Il ne voulait pas être trouvé. Il ne fallait pas être trouvé. Ils étaient seuls, mais seuls à trois, donc pas seuls. Il s'allongea près de sa femme, son bassin contre le sien, caressa sa peau brune et déjà chaude de soleil. Il ferma les yeux. « Papa, regarde, je fais le flamant rose. » Il les rouvrit aussitôt. La petite, pieds nus dans le sable mouillé, se dressait en équilibre à la lisière de l'eau, sur une seule jambe, l'autre repliée. Avec ses mains, elle mimait un long bec qui claque. « Bravo, Irène, dit-il. »« Non, pas Irène, je suis un flamand. »« Bravo, flamand, Irène. » Le soleil caressait la plage et les épidermes, et il valait mieux que le soleil caresse un peu ce matin, qu'il y ait un peu de lumière, un peu de beau et d'espoir, un peu de bleu et d'or dans cet endroit du monde qui devait être à la hauteur de son nom, Uranopolis, la ville du ciel. La porte d'entrée vers la Sainte Montagne, territoire interdit aux femmes et aux femelles, précisaient les textes, depuis presque 1000 ans. L'homme y était venu 30 ans auparavant, cherchant alors un éblouissement, un signe, quelque chose qu'il n'avait pas en magasin et qui réchaufferait son cœur froid. Il y a 30 ans, il avait 20 ans. Il ignorait alors qu'il reviendrait au même endroit, mais avec sous ses doigts l'arrondi de l'épaule d'une femme qu'il aimait, et sous ses corps, le corps gracieux d'un enfant, le leur. Il les avait mis en danger, il ne se le pardonnait pas. Merci Olivier, c'était donc un extrait du livre Trouver refuge de Christophe Onodibio. Et on va écouter tout de suite le début du livre de Laurent Godet. D'un coup, la ville devint folle. Lorsque les dirigeants de Goltex annoncèrent que le rachat de la Grèce était finalisé, les citoyens d'Athènes furent pris de panique. Eux qui s'étaient massivement opposés à cette acquisition, qui durant des mois avaient manifesté, soutenu la jeunesse lorsqu'elle construisait des barricades et juraient d'aller jusqu'au bout, finirent par se tourner vers l'oppresseur et voulurent tous partir. Même les plus réticents étaient en proie à cette obsession. Quitter la ville, ne pas rester prisonnier de ce piège, rejoindre au plus vite Goltex et poursuivre leur vie ailleurs. Ils sentaient bien que leur monde allait disparaître, et ils avaient peur. Des rumeurs circulaient. On disait qu'il fallait faire vite, que seuls les premiers seraient pris, que le sort des autres promettait d'être sombre. On disait que la Grèce allait être démembrée, vendue par morceaux, et que ceux qui resteraient habiteraient bientôt sur une terre d'esclaves, oubliés de tous. Il fallait s'en aller. Plus personne n'en doutait. La folie s'empressait. La folie s'emparait de la rue. Sur l'avenue de Tsaldari, une femme qui traînait derrière elle 2 valises et ses 3 enfants en bas âge s'arrêta net, se dégrafa jusqu'à montrer sa poitrine et se mit à hurler « Prenez-nous puisque vous achetez tout ». Sur le boulevard Thyséos, des hommes essayèrent de forcer un taxi à rejoindre le port. Devant la résistance du chauffeur qui s'enferma dans l'habitacle, ils finirent par saccager le véhicule, puis l'asperger d'essence et danser autour avec une rage qu'eux-mêmes, des jours plus tard, furent incapables d'expliquer. La défaite était consommée et la ville entière voulait fuir. Mais cela ne dura que quelques jours. Très vite, une résignation silencieuse succéda aux comportements les plus fous. Si c'était encore de la panique, elle était d'une autre nature. Les gens sortaient dans la rue avec accablement, comme s'ils s'étaient résolus à n'être que du bétail, comprenant que leur individualité ne pouvait plus s'opposer à rien de ce qui venait. Athènes marchait tête basse. Les familles avançaient, visage fermé, sans un mot. Toutes les artères qui menaient au port, à la gare ou à l'aéroport étaient saturées. Dans un réflexe absurde, beaucoup prenaient leur voiture, puis, une fois bloqués dans des embouteillages démesurés, constatant qu'ils ne pourraient plus ni avancer ni faire demi-tour, abandonnaient leur véhicule en plein milieu de la route pour poursuivre à pied, rajoutant ainsi encore au chaos. Merci beaucoup.
Merci, merci cher Olivier de nous avoir fait plonger dans ces deux livres. Je vais peut-être attaquer avec vous, mon cher Laurent, si vous le voulez bien, dans la foulée de cette lecture et d'emblée vous poser cette question. Je vais y venir bien sûr avec Christophe. J'ai parlé du monde de demain, j'ai parlé du roman d'anticipation et finalement d'un monde qui a à voir avec le nôtre. Peut-être nous dire un mot de ce choix-là, de la façon dont vous avez imaginé cette idée de société privée rachetant un pays et peut-être ce qui vous a permis aussi de recréer véritablement un monde, ce qui est quand même la base du travail de romancier. Bonjour à tous. C'est vrai que je pense que c'est un point commun d'ailleurs avec nos deux livres. C'est la question qui est posée, c'est la question de demain en fait, là, avec inquiétude d'une certaine manière. Probablement que notre point de départ est pas forcément le même. Moi, c'est vrai que Chien 51, au jour d'aujourd'hui, je le relis assez fortement à ce que nous avons traversé avec la pandémie et les confinements, en fait. Pas du tout que je l'ai commencé à ce moment-là, ce qui n'est pas le cas. Moi, c'est pas une période pendant laquelle j'ai beaucoup écrit. Je n'y ai même pas réfléchi. C'était un livre que j'avais dans un coin de ma tête depuis plus longtemps. Mais je pense quand même que, probablement comme pour chacun d'entre vous, cette période de confinement a été une période où la question de demain se posait avec à la fois une acuité et un aspect extrêmement concret. C'est-à-dire que quand est-ce que ça va reprendre, à quoi ressemblera notre vie demain. Demain, c'est quand d'ailleurs? Quand est-ce qu'on sort de ce temps suspendu, ralenti? Et à quoi ressemblera demain? Quel visage il a? Est-ce que ça va être comme ça dorénavant, etc. Enfin, et y compris de manière extrêmement précise, c'est-à-dire est-ce que mercredi prochain je pourrais aller à la boulangerie ou est-ce que ça sera toujours impossible? Est-ce que voilà, cette question-là, je pense qu'en fait, sans que je me le formule comme je vous le dis là en ce moment, voilà, demain était très présent et Chien 51 est probablement une sorte de réponse à ça une fois sorti de cette période, de me dire en fait interrogeons demain, oui, parce que ça permet, comme vous l'avez dit Yann, de beaucoup interroger aujourd'hui. Alors j'imagine que pour Christophe, c'est plutôt les résultats de certaines élections qui ont déclenché cette chose-là, mais peut-être je me trompe, mais en tout cas c'est vrai que le point de départ il est là. Moi, le jeu auquel j'avais envie de jouer avec Chien 51, c'est effectivement de regarder ce qui, dans le monde d'aujourd'hui, est déjà de la science-fiction et de voir, en fait, de le concentrer, de le mettre en un seul monde proposé au lecteur. Mais en fait, on pourrait faire la liste de tout ce qui est dans Chien 51. Et moi, je pourrais vous dire que chacune de ces choses existe. Je ne l'ai pas inventé. En fait, j'ai très peu inventé. C'est le fait de rassembler et d'essayer de créer quelque chose d'un univers cohérent qui fait science-fiction. Mais dans le détail et de manière désorganisée, c'est déjà très souvent présent. Oui, on pourrait parler de la ghettoisation, on pourrait parler de la surveillance généralisée, on pourrait parler de la surconnexion, d'une dimension autoritaire, d'une manière d'habiter les espaces totalement inégalitaire. Enfin, j'en prends, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est comme si vous aviez tiré des fils vers une forme d'exacerbation où il y a à la fois le fait de réunir l'ensemble du puzzle et en même temps de tirer peut-être un peu vers une forme d'exacerbation. Vous diriez cela? Oui, parce que je pense que c'est quand même, comment dire, je vais parler très volontiers devant vous de Chien 51, et plus je vais en parler, et plus vous allez vous dire ça doit être un livre vraiment sinistre. Et c'est pas faux. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est une dystopie, donc forcément, il y a un côté un peu, on se fait peur en imaginant cet avenir-là. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que, et c'est pas propre à mon livre d'ailleurs, je pense que dans toute dystopie, il y a un jeu en fait. On joue avec la boule de cristal. Je ne dis pas que demain sera comme Chien 51. D'abord, je ne le souhaite pas et très sincèrement, je ne pense pas. Mais par contre, tirer effectivement, accentuer des choses qui existent pour les proposer au questionnement, en fait, chez les lecteurs, ça m'intéresse parce que je pense que certaines choses sont déjà en cours, qu'il faut qu'on prenne le temps d'y réfléchir, de les faire tourner devant nos esprits, chacun d'entre nous, pour voir si on a envie de ça, si on n'a pas envie de ça, etc. Donc oui, mais pour redire, c'est un peu comme le film d'horreur. Vous savez, le film d'horreur, pour ceux qui aiment, moi je ne suis pas très friand, mais pour ceux qui aiment, il y a un vrai plaisir d'aller voir un film d'horreur. On ne le prend pas pour argent comptant, on aime se faire peur. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans la dystopie et dans l'anticipation. C'est proposer des mondes toujours un peu déglingués, toujours un peu sombres, toujours un peu effrayants, mais avec ce jeu de dire « et si c'était ça ?» Sous-entendu, essayons aussi de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Christophe, peut-être même question sur ce rapport à... Alors encore une fois, on utilise le terme d'anticipation, je ne sais pas s'il est bien choisi, mais peut-être nous dire comment est-ce que cette dimension-là est arrivée dans l'écriture de ce livre. Oui, j'ai pas d'explication, c'est un peu comme Laurent, peut-être je pourrais parler moi aussi du confinement. Il y a un mot qui a été prononcé par Laurent et qui a été crucial
enfin pour moi dans l'écriture de ce livre, c'est le mot de peur. Et c'est vrai que s'il y a eu un sentiment présent avec l'éclosion aussi de la pandémie et du confinement, c'était le mot peur. Et en fait, quand tu parlais, Laurent, d'élection, j'ai l'impression que tout ça est un peu lié. C'est-à-dire que où nous mène la peur? Et ce qu'on voit aujourd'hui, alors c'est très peu d'anticipation par rapport à Laurent, même si c'est un léger glissement, on est en 2027. J'espère que ce n'est pas demain, mais en tout cas, il n'y aura pas encore de dôme au-dessus de la France. 2027, moi j'ai l'impression de parler d'aujourd'hui. Et ce qui m'intéressait dans ce livre, c'est plutôt voilà, les questions de où mène la peur, c'est-à-dire effectivement, je pense que la peur mène à l'éclosion et l'apparition et l'élection même, c'est ce qui est dramatique, de régimes autoritaires. C'est un mouvement un peu de fond hein, qu'on a vu déjà dans plusieurs États européens et du monde entier depuis quelques années. Et comment on résiste face à cette peur? Et par-delà la question qui est aussi très présente d'ailleurs dans le livre de Laurent, quand le personnage se met à rêver de Delphes, du ciel bleu, de ce qu'a été la Grèce, de conjurer un peu cette peur par la convocation d'une certaine forme de résistance. Alors ça peut être par la drogue chez toi. Là, c'était pour moi cette espèce d'endroit, ce refuge, hein, qu'est le mont Athos, qui est un endroit qui ne devrait pas exister, mais qui existe quand même, une sorte d'Éden, d'endroit impossible, puisque c'est une presqu'île hein, qui existe en Grèce, de 50 km sur 20, où la nature est absolument préservée, où il est impossible d'aller quand on est une femme. Et c'est pour ça que moi, je voulais y emmener une femme et une petite fille, et qui a l'air d'être un morceau du passé, un peu comme dans ton livre, au fond, quand il parle de Delphes, c'est-à-dire une sorte d'Atlantide, puisque le mont Athos, c'est la dernière parcelle de ce qu'a été la civilisation byzantine. Hein. On vit là-bas comme en l'an 1000, hein, dans des monastères coupés du monde, où il faut un passeport spécial pour aller, une sorte de visa, où on se retrouve dans des monastères coupés, où les télécommunications sont moins faciles, où tout ce qui fait notre quotidien dans le monde, disons, séculier, n'existe pas. Et donc, c'était l'idée d'échapper à ce monde menaçant pour reconstruire une forme d'utopie. Et cette utopie, elle se fait à travers ce père et cette petite fille, avec une question qui me semble de plus en plus cruciale et qui rejoint toutes celles qui ont été posées, de ce libéralisme frénétique où tout s'achète, même les pays, où la peur mène à des régimes autoritaires. C'est qu'est-ce qu'on transmet aux enfants? C'est-à-dire l'avenir, tu disais on parle de demain, c'est aussi parler des générations qui viennent. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est quand on est un père de famille aujourd'hui, et une mère de famille, puisque la mère est aussi dans le livre, qu'est-ce qu'on transmet quand on aime la beauté, les livres, le temps long, l'ouverture aux autres, dans un monde qui est en train de devenir le contraire de ça, et qui est une forme de divertissement permanent, de consommation permanente et de temps qui se raccourcit. Donc c'était vraiment, je pense, oui, quelque chose qui tenait de façon très égoïste au départ, d'essayer de retrouver pour moi une bouffée d'oxygène dans la beauté, le temps long, le lien avec l'éternité, sans que ce soit d'ailleurs religieux. Je ne sais pas si on parlera de ça, puisque je suis en principe plus du côté de Delphes que du côté de Byzance. Ouais, ce refuge, c'est un refuge évidemment, comme vous l'avez dit, c'est un refuge géographique, c'est un endroit où il pense pouvoir être en sécurité, ce père de famille, et en même temps, c'est une sorte de miroir inversé, puisque vous l'avez dit, c'est la nature, c'est la liberté, c'est la beauté, presque le négatif d'une certaine manière. Dans un monde fermé. Mais dans un monde fermé. Dans un monde fermé, dans un monde où il est a priori impossible d'aller. C'était aussi, si je dois, parce que est-ce qu'on sait pourquoi on écrit des livres? On commence à le comprendre à la fin quand on l'a terminé, mais c'était vraiment la question presque, quand je voyais comme ça monter autour de nous, et puis on n'en est pas sorti, hein, mais si vraiment ça devient autoritaire à fond, et que moi-même je dis une phrase de trop sur un plateau télé, et que le régime politique est encore un peu plus difficile, où est-ce que je pars? Je pense qu'on s'est peut-être tous posé la question, quel est l'endroit où on irait pour mettre à l'abri ceux qu'on aime, quand le temps se raccourcit, que l'urgence est là, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on peut disparaître pour se mettre à l'abri? Et la réponse, pour moi, c'était ce mont Athos que j'ai connu quand j'avais 20 ans, où je suis allé depuis 20 ans, et qui est cet anti-monde, qui est un contre-monde au cœur même de l'Europe, que je voulais raconter.
Laurent, peut-être sur cette idée de transmission, Christophe l'a évoqué un petit peu, hein, ce rapport à la ville d'avant, au monde englouti finalement que Zemsparak a quitté. Il est au cœur du livre. Est-ce que ce personnage, c'est un personnage qui représenterait presque la mémoire finalement au cœur de ce monde nouveau, au cœur de ce monde du présent finalement? Est-ce que vous l'envisagez comme ça d'emblée, Sparak, comme un être de mémoire d'une certaine façon? Oui, c'est le sous-thème du livre un peu permanent. C'est la question effectivement de la mémoire. Ce monde-là, celui de Goltec, c'est un monde qui n'a pas l'air de beaucoup cultiver la mémoire. Et juste pour bien clarifier, la Grèce a effectivement été vendue quand le personnage principal, Zemsparak, avait une vingtaine d'années. Le roman démarre 30 ans plus tard, donc il en a plutôt 50 que 20. Et il était très important pour moi qu'il ne puisse pas caresser l'idée du retour. C'est-à-dire que ça ne soit pas un personnage qui soit, comme c'est le cas souvent dans la vie, de gens qui ont quitté leur pays et qui disent « je vais économiser et puis à la fin de tout, j'y retournerai et j'aurai ma petite maison face à la mer ». Et même si la vie n'a pas ressemblé à ce que j'aurais aimé qu'elle soit, au fond, à la fin, il y aura quand même ce moment d'apaisement avec le retour. Moi, pour éviter que Sparak trimballe ce fantasme-là, j'ai posé dans le livre que la Grèce n'existe plus, en fait. Non seulement elle a été vendue, mais ça a été pire, elle a été disloquée, vendue par petits morceaux, et l'endroit où il pourrait aller, puisqu'il est d'Athènes, appartient maintenant à la concurrence, donc il ne pourra jamais y remettre les pieds, en fait. Et c'était important de... Contrairement au livre de Christophe, il n'y a pas de retraite possible dans un endroit. Alors au fond, les trajectoires sont similaires quand même. Mon personnage, du coup, trouve un abri qui est cette prise de drogue nouvelle qui s'appelle l'okios et qui lui permet de partir en pensée comme ça face à des images d'archives qui lui sont projetées sur un mur dans sa ville en fait. Mais c'est le seul endroit, il n'y a pas de géographie où il pourrait aller. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Christophe, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans son livre, c'est cette double dimension, en fait, parce que le personnage de Sacha pourrait très bien partir à Tanger ou à Macao ou je ne sais où. C'est-à-dire qu'il y a deux questions, en fait. Il y a la question de où je vais pour fuir quelque chose qui ne me plaît pas, pour fuir un monde qui ne me ressemble plus et qui va même franchement devenir menaçant. Mais il se trouve que le mont Athos, c'est quand même aussi un lieu de retraite avant même qu'il y mette les pieds. Et c'est là où il y a deux choses qui s'emboîtent que je trouve très jolies. C'est que c'est aussi un endroit qui, de toute manière, est hors du monde et a d'autres règles, d'autres principes dans lesquels nous, en tant que lecteurs, on va entrer. Et c'est là où ça devient vertical. Et je pense que c'est un point commun entre les deux livres. C'est ce jeu aussi des temporalités avec une Grèce lointaine qu'on vient nous frotter avec la modernité. Alors j'espère pas du tout avec l'idée réactionnaire de dire c'était quand même vachement mieux avant, parce que c'est pas du tout le propos, je crois, d'aucun des deux livres. Non, c'était pas mieux en plus. Et c'était pas mieux, mais cette vibration entre le lointain et l'aujourd'hui, je pense qu'elle nous habite tous les deux manifestement, et en plus il se trouve que c'est sur une même géographie, donc c'était quand même assez rigolo de se retrouver. Oui, et puis alors ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, parce que moi ce que j'ai aimé, et c'est la question que vous posiez Yann au départ, en parlant d'anticipation, c'est-à-dire en fait, ou de dystopie, c'est-à-dire en insérant l'idée de littérature de genre, alors que je crois que toi, comment on n'est pas du tout des lecteurs de littérature de genre. Mais au fond, moi je ne pense pas que Chien 51 ou Trouver refuge, encore plus Chien 51 qui pourrait s'inscrire, soit seulement, je veux dire, un roman d'anticipation. C'est qu'en fait, il relève... Comme Trouver refuge, tu parlais de se frotter, je voyais la lampe d'Aladin, mais à la question du mythe. Quand on parle du genre, par exemple, du polar, de l'anticipation, de la cavale, Trouver refuge, c'est la cavale, voilà, d'un père et d'une fille poursuivis, quoi, et la cavale de la mère aussi en parallèle. Mais c'est au fond une question que vous trouvez dans tous les mythes. Et c'est vrai que c'est pas un hasard si tu convoques Delphes, encore une fois, au cœur de ce livre. Et quand tu parlais de se retrouver, qu'il n'y a pas de refuge matériel, c'est un refuge temporel grâce à la drogue, mais c'est au fond la question de l'Éden et du territoire mythique qui est présent aussi souvent en chacun de nous. Et chacun a son Éden, sa mémoire, sa propre mémoire, ses propres récits, ses propres narrations, parfois familiales, qui se transmettent de génération en génération. Et c'est vraiment ce que je trouve, et moi ce qui me fait plaisir, parce que dès que je rencontre un partenaire pour jouer sur le terrain des mythes, j'adore, donc Laurent est un grand connaisseur des mythes, c'est qu'il y a cette question-là, c'est qu'au fond la question du genre n'existe pas parce que
dans les mythes, et notamment les mythes grecs, il y a déjà ça, même les mythes bibliques. Si vous prenez la fuite en Égypte, moi ça a été un des tableaux, le tableau de Carpaccio que j'adore, qui m'a servi beaucoup pour trouver refuge. Au fond, c'est quoi? C'est une famille qui fuit un pouvoir autoritaire et qui veut mettre le gamin à l'abri. Et là, j'enlève toutes les dimensions religieuses, etc. Parce que le mont Athos, je ne l'aborde même pas selon la religion. Delphes, tu ne l'abordes pas selon le paganisme. C'est autre chose, c'est une sorte de lieu absolu. Et c'est vraiment cette question du mythe qui rejoint la question de la mémoire et qui, en tout cas, moi, me pousse à écrire. C'est que tout a été écrit, le refuge, il est là, dans ces histoires très anciennes, à réactiver sans arrêt, et qui nous aide souvent à penser le devenir, l'avenir, etc. Après, on peut dire, oui, roman de genre, polar, cavale, policier. Oedipe, l'enquête d'Oedipe, relève, et ça a été dit et écrit, et Borges en parlait très bien, de l'enquête policière sur soi-même. Et je crois que Borges disait que tout roman était une enquête policière, de toute façon, même s'il n'y a pas de meurtre. Mais là, il y en a. Du reste, les deux livres sont des enquêtes aussi d'une certaine manière, ce que je ne l'ai pas précisé, mais il y a un moment donné où la femme de Sacha, effectivement, reste et va d'une certaine manière mener l'enquête, ramener les puzzles. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la trace, presque de la pièce à conviction. Alors ça a un rapport à la mémoire, mais ça a Parce aussi que c'est un roman sur le couple l'enquête aussi, et est-ce qu'on connaît celle ou celui avec qui l'on vit? Est-ce qu'on est le même à 50 que celui qu'on a été à 20? Quels secrets sont enfouis dans nos jeunesses qui pourraient éclore? On est encore là dans l'image du continent englouti, quoi, qui peut ressurgir, ou de la bouteille à la mer. Parfois, il y a des bouteilles qui ressurgissent, on l'a vu en politique souvent, et qui peuvent tout faire exploser. Et quand un État et quand un pouvoir autoritaire est à la lisière de ce danger où une vérité très très dérangeante peut surgir, eh bien dès lors, il fait tout pour qu'elle ne surgisse pas. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est ce que je retrouve. Après, tu me corriges, je suis en train de parler de ton livre là, mais le plaisir, le jeu qui consiste aussi dans un roman qui n'est pas un roman biographique, même s'il y a beaucoup de choses de nous-mêmes, je pense. Enfin, Laurent, tu me diras, mais de construire un monde. Construire un monde qui peut prendre les apparences d'un monde du futur ou du léger futur, mais qui, au fond, est déjà en creux le monde d'aujourd'hui. Oui, et c'est des choses qu'on a vues chez vous, enfin, je pense à La mort du roi de Songor ou à d'autres livres, qui portent en eux-mêmes un monde, d'une certaine manière. Peut-être réagir à ce que disait Christophe sur la question du mythe, ça c'est aussi quelque chose qui a traversé vos travaux, je pense notamment à vos textes de théâtre, parfois. C'est une dimension qui vous intéresse, qui vous nourrit et qui vous a nourri particulièrement dans l'écriture de ce livre-là? Alors, qui me nourrit d'une manière générale, oui. Enfin, je ne veux pas faire le type qui vit avec les mythes du petit déjeuner au soir. Mangé par les mythes. Voilà, mais c'est vrai que non, j'aime beaucoup ça. Je pense que la pire des choses, c'est de considérer qu'un mythe est une histoire lointaine et révolue. Je pense que je ne sais pas très bien comment définir le mythe, mais une possibilité serait de dire que c'est une histoire qui accède justement à cette... alors, je ne sais pas comment il faut dire, immanence, universalité, qui traverse les âges, parce que justement, elle nous dit sans cesse que certaines choses en nous n'ont pas d'âge. Voilà, ça ne changera pas en fait. Et c'est très intéressant à frotter avec l'idée du progrès, qui est une idée qui nous porte depuis maintenant plus de 2 siècles et qu'on a quasiment validée de manière automatique. On est persuadé que plus le temps passe, et plus ça s'améliore, sauf dans des périodes peut-être comme celle d'aujourd'hui, où tout d'un coup il y a des petits moments de grande peur. Mais quand même, cette idée de progrès, elle a gagné d'une certaine manière pour l'instant. On a l'impression quand même qu'on avance vers du mieux. Et sur des tas de choses, c'est sûrement très vrai. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est venir inviter dans la danse cette question du mythe, parce qu'elle nous raconte tout à fait autre chose. Elle ne prend pas la course de l'humanité comme une course vers du mieux. Elle nous rappelle un certain nombre de... Elle nous rappelle à un socle, en fait, qui est le même. On pleure quelqu'un qu'on a aimé de la même manière. Une mère à qui on enlève son enfant est déchirée de la même manière. Une reine ou une femme qui a régné sur beaucoup de choses, avec tout ce que ça implique de richesse, d'opulence, de bien-être, et à qui tout est enlevé à la dernière minute, c'est-à-dire une reine déchue comme Écube, va se mettre à se lamenter comme aujourd'hui quelqu'un à qui ça arriverait. Et je pense que si on est encore touché, nous, aujourd'hui, par ça, si on peut aller voir Écube au théâtre et en sortir bouleversé,
c'est bien pour cette raison, parce que sinon on pourrait ne faire que mesurer la distance qui nous sépare de ces histoires-là, qui ont été écrites il y a maintenant bien longtemps, dans des mondes qui ne ressemblent plus du tout à celui dans lequel nous vivons, nous. Et finalement, ce qui pourrait être le plus impressionnant, c'est à quel point ça ne nous touche plus. Et le fait que ça soit plutôt le contraire montre que là, il y a quelque chose d'une permanence qui, moi, me bouleverse. Et c'est vrai que, pour revenir à Chien 51, pardon, mais c'était très important de mettre la Grèce dans le livre, parce que finalement, il y aurait eu une option qui aurait consisté à dire bah, je vais faire une dystopie, on sera dans ce monde-là, Goltex, du début jusqu'à la fin, point barre. Mettre la Grèce, avoir un personnage qui peut se connecter à cette Grèce-là que par ailleurs nous connaissons, c'est aussi inviter justement une autre temporalité qui n'est pas celle du progrès, parce qu'en fait mon personnage là, Zemspara, qui passe son temps à constater que cette société de Goltex qui vend tout comme étant formidable, lui il n'en a pas envie, parce qu'il y a des choses qui lui tenaient à cœur, il y a des choses qu'il aimait, et ça va des feuilles de vigne qu'il mangeait à la couleur des paysages qu'il a perdu. Et il ne constate que la douleur de cette perte. Donc on ne va pas lui vendre l'adhésion totale et euphorique à un monde qu'il n'aime pas en fait. Et donc c'est cette friction-là qui m'intéresse moi. Oui, et en même temps, ce monde-là, ce monde du passé, comme vous venez de le dire, il est aussi le monde de la jeunesse, d'une certaine manière, pour Sparak. Il est le monde aussi de l'enfance, de la vitalité, de la jeunesse, de la résistance, de la lutte. Et on ne va pas avancer trop loin, mais aussi de choses qui peuvent être plus négatives dans ces âges-là. Donc c'est à la fois collectif, finalement, ce retour au passé, mais c'est aussi individuel, de manière très forte, par rapport à lui, un moment de sa vie qui a constitué aussi quelque chose de fort et de décisif. Mais moi, c'est ce qui me relie à Sparak, c'est ce qui fait que j'ai l'impression que c'est moi. On parlait de où est-ce qu'on est dans les livres, évidemment. A priori, on va se dire, bon, bah, Godet... Il n'est pas dans son gore, il est pas. En fait, je pense que ça se joue autrement dans mon cas parce que évidemment, c'est des écritures qui se reposent beaucoup sur l'imagination, donc c'est pas une autobiographie directe. Les motifs sont pas visibles, mais cette chose dont on parle là, évidemment, le sentiment d'appartenir à un monde englouti, il est de plus en plus fort au fur et à mesure que le temps passe. Et je pense que ça va s'accentuer. Et j'imagine que chacun d'entre vous peut le ressentir. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où on se réveille et on se dit, tiens, c'est marrant, moi je connaissais cet endroit-là avant qu'il ne soit comme ça. Voilà, ce restaurant-là qui n'existe plus, je me souviens que j'y ai passé des jolis moments avec un tel qui n'est plus là. Tiens, je donne des exemples très précis, mais je pense que le temps se charge de nous plonger dans un monde englouti, et c'est pas grave, c'est comme ça. C'est à la fois une source de douleur, parce qu'il y a de la mélancolie, évidemment, moi je suis assez sujet à ça par rapport aux choses du passé, mais c'est quand même aussi une force quand on sait. C'est un plaisir de pouvoir dire, tiens, là, à cet endroit-là, je me souviens, j'avais souvent rendez-vous avec un tel. Ça vous rend cet endroit cher, d'abord. Moi, je fais des choses par rapport à des gens qui n'existent plus. Voilà, il y a un certain nombre de rituels comme ça qui me plaisent. Et donc, ce n'est pas uniquement larmoyant et mélancolique, c'est aussi parce que ça me constitue et je n'ai pas envie d'abandonner ce passé-là. Donc, il est en moi. Il est difficile à partager. Parce qu'à moins de raser complètement les gens qui vous entourent en répétant sans cesse, tu sais, là, il y avait un super café qui était formidable, oui, ça va. Ouais. Maintenant, c'est un G20. Et voilà, exactement. Je l'ai fait, hein, mais ça ne marche pas. Ouais. Non, mais il s'agit pas. En plus, c'est vrai que l'idée du monde englouti n'est pas du tout. C'est vrai que moi, j'adore plonger. Alors, il n'y a rien qui me rende plus heureux que de me dire. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ma vie ressemble de plus en plus à ça, une sorte de petite mer avec au fond plein d'amphores dans lesquels qu'on peut ramener à la surface, on les ouvre et puis on a encore le parfum de ces choses vécues qui s'échappent et qu'on peut se plaire à convoquer. L'idée que véhicule, je cherche le mot par ces mots, Laurent, c'est-à-dire l'idée du souvenir, l'idée des petites réalités du passé qui reprennent vie par l'écriture, très importante aussi, c'est-à-dire que dans Trouver refuge, moi, le père a un cahier sur lequel il note pour sa fille toutes ces petites choses, alors pas le café transformé en G20, hein, mais une sorte de... Ce qui va assez bien avec Delphes dans ton livre, c'est-à-dire le fait de se rappeler des petits moments qui construisent une vie aujourd'hui. Est-ce qu'on est construit au fond par la prochaine chose qu'on va s'acheter, qu'on va manger, qu'on va consommer, ou est-ce qu'on n'est pas construit par les
par exemple, une baignade pendant une journée de canicule. Il voit sa fille en marchant sur le mont Athos, dont les joues rougissent parce qu'il fait chaud. On n'a pas le droit de se baigner sur le mont Athos. C'est entouré d'eau, mais les moines interdisent de se baigner parce qu'on est dans le royaume de la mère de Dieu, comme ils disent, le jardin de la mère de Dieu, et donc on ne doit pas immerger son corps, etc. Et lui, il voit sa petite fille qui a chaud et qui rêve de se baigner. Au fond, est-ce qu'il ne faut pas parfois s'affranchir pour retrouver le vrai goût des choses, toutes simples et essentielles, un peu antiques, hein, au fond, le plaisir d'une baignade, le plaisir de voir l'eau scintiller à travers les arbres, le plaisir de sentir, par exemple, vous êtes dans une forêt et puis vous sentez au milieu des parfums végétaux une sorte d'encens, sans voir le monastère. Et enfin, le dernier rideau d'arbres s'écarte et vous voyez ces coupoles dorées avec l'encens qui se mélange au parfum. L'espèce de grande nostalgie du grand tout, quoi, qui est peut-être aussi une image de la jeunesse ou du jardin d'Éden, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, derrière la dystopie et derrière peut-être la dénonciation, qui est aussi un roman comme Chien 51 ou Trouver refuge, retrouver ce qui fait peut-être la matrice d'un savoir commun, qui n'est pas forcément nostalgique, qui est passé, mais qui ne demande qu'à être réactivé par les sensations. Et un roman, c'est ça aussi. Et les lecteurs partagent ça aussi. Donc, oui, c'est merveilleux. Il y a un moyen de le préserver aussi dans le lien à la fille, puisqu'il y a effectivement ce rapport au lieu, ce rapport à l'histoire byzantine, à des règles, à une forme de spiritualité, même si la religion n'a pas forcément à voir là-dedans. Et puis il y a effectivement l'inverse, c'est-à-dire que le père est aussi en lien avec une jeune fille, une autre génération, un autre regard. Il y a une espèce d'alimentation commune finalement entre ces deux personnages. On en parlait avec Laurent tout à l'heure, la transmission, est-ce qu'on a réussi ou pas? Je m'arrêterai là. Mais c'est vrai que je pense que cet état, l'état du monde d'aujourd'hui, alors que peut-être toutes les générations ont ressenti, c'est de se sentir tellement différent de la génération qui précède, dans un moment suspendu, où on a l'impression que tout change très vite, et qu'on appartient, oui, qu'on est un peu citoyen d'un monde englouti. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'était un peu ta formule. Moi, ce qui m'intéressait là, c'est retrouver des données, c'est-à-dire quand on est... c'est ce qui m'intéresse dans les figures de... Ça fait 2 romans qui parlent de la paternité, mais comment on arme, entre guillemets, l'enfant dont on a la charge, dans un monde de plus en plus chaotique. Et le roman commençait, je me suis beaucoup amusé à écrire cette scène, par une dispute conjugale autour de l'éducation qu'on doit donner à l'enfant. Et Sacha a un grand doute, dit mais est-ce qu'on ne devrait pas, il dit ça à Mina, sa femme, nous on aime lire, on aime les musées, la musique, se baigner, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre à notre fille à devenir ce qu'il appelle une saloperie? C'est-à-dire au fond, à lui apprendre à tromper son ennemi, à être dur au combat, rusé, finalement une sorte de prince, lui faire relire le Prince de Machiavel plutôt que de l'emmener voir les nymphéas de Monet. Et là, le père, le mari, se prend une fessée verbale par sa femme qui lui dit que s'il abandonne justement ces principes-là, alors il deviendra comme eux. Et comme eux, ce sont qui? Ce sont un peu les acheteurs de graisse de Chien 51, c'est-à-dire ceux qui ne pensent qu'en termes d'autorité, d'art de la guerre, de prédation. Et donc il y a aussi, est-ce que j'ai envie de croire à ça? J'ai envie de croire que oui, la culture, la lecture, et la culture sans que ça soit un principe totalement immanent, désincarné. Non, la culture, c'est la chair des mots, les souvenirs dont tu parlais, la baignade, les émotions, ce qu'on ressent devant un tableau, devant des phrases, devant un livre. J'ai l'impression que c'est plus fort que le reste. Et que quand on écrit aussi pour essayer de se convaincre de ça et de se renforcer aussi soi-même. Vous disiez que c'est dur. Vous disiez que c'était un livre sur la paternité, c'est un double livre sur la paternité, parce qu'il y a 2 papas, d'une certaine manière. J'évoquais ce dirigeant qui est surnommé ainsi. Il y a aussi finalement là le revers de la pièce, d'une certaine manière. Pour le dire très simplement, effectivement, il y a un modèle de père qui doute, qui est le père qui doit élever une petite fille, qui se retrouve en plus seul, sans la mère, qui était un peu le principe
le vrai principe qui tenait justement la famille. Et lui, sait pas trop comment faire avec cette petite fille qui lui pose plein de questions dans ce monde d'hommes. Il n'y a que des hommes barbus, habillés en noir, et elle se retrouve là, elle est déguisée en garçon parce que le mont Athos, les enfants sont interdits et les femmes sont interdites. Et puis de l'autre côté, il y a ce à quoi on arrive aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui se prétendent vos pères, et parce qu'ils savent ce qui est bien pour vous, malgré vous. Ce qu'on appelle le paternalisme. Et c'est la figure qui devient... Alors, c'est intéressant parce qu'en Italie, et l'Italie est invitée d'honneur, c'est le maternalisme. Parce que Giorgia Meloni, quand elle a été, avant d'être élue, elle a dit « je suis une mère, je suis une chrétienne, je suis une femme ». C'était la figure de la mère, quoi, de la mère totale. Ça vient équilibrer un peu ces modèles de père totaux. Mais Poutine, par exemple, le père de la patrie, le père de la nation, qui est pour moi une conception de la paternité qui me révulse, qui me révolte. Et c'est aussi contre cela que se révoltent les personnages du livre, ce paternalisme sûr de lui face à une paternité qui doute sans arrêt de ce qui est bon pour sa petite fille. Laurent, peut-être on n'a pas parlé du personnage, je crois qu'elle s'appelle Salia hein, dans le livre, le personnage qui travaille avec Sparax sur cette enquête. On n'a pas parlé de l'enquête non plus, mais il y a aussi enquête, indices, preuves, traces, etc. Est-ce que justement ce duo, il est arrivé d'emblée, il y avait aussi cette nécessité que Sparax ait à transmettre d'une certaine manière, je viens dans la foulée de ce que vient d'évoquer Christophe? Oui, il y avait l'envie, alors il y avait plusieurs envies, il y avait l'envie de jouer avec la figure du tandem de flics, qui est quand même un cliché d'une certaine manière, c'est-à-dire regardez les romans ou les séries ou les films policiers, ils sont souvent deux. Et moi, plutôt que d'essayer de faire à tout crin quelque chose d'original, je me suis dit, en fait, ça me plaît bien qu'ils soient deux. Et essayons de traiter ça comme... Voilà, ça m'amusait. C'est techniquement assez pratique. Ça permet quand même des tas de conversations entre les deux où ils font des petits points sur l'enquête et donc on vous fait des petits points sur l'enquête. Enfin, il y a aussi un côté un peu voilà, traiter pendant 400 pages un personnage seul, c'est autre chose. Moi, j'avais envie de ça. La raison principale, elle n'est pas là. La raison principale, c'est qu'effectivement, du coup, ça me permet de faire qu'ils n'ont pas le même rapport à cette société qui les entoure, puisque on l'a dit, le personnage principal est quelqu'un qui a le souvenir d'autre chose, le souvenir d'avoir été grec un jour, ce qui n'est pas du tout le cas de cette jeune femme, parce qu'elle est née probablement dans cette société, et donc elle ne l'interroge pas du tout de manière critique, en tout cas pas au début. Elle en est totalement. Alors ça ne fait pas d'elle un monstre, c'est juste que c'est comme ça. Donc elle ne voit même pas le problème bien des fois, tandis que lui est tout le temps en train de râler sur ce qu'il n'aime pas autour de lui. Et c'est le fait de cette rencontre qui va provoquer effectivement un échange de regards de ce point de vue-là, et donc effectivement de transmission. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Mais contrairement au livre de Christophe, on n'est pas dans le cadre d'une cellule familiale, donc le point de départ de chacun des deux personnages est quand même beaucoup plus dans la solitude. Sparax, on sait rien, c'est un électron libre, seul, et qui aime bien ça d'ailleurs. Donc c'est vraiment uniquement par le biais de cette relation au démarrage professionnel qu'il arrive à se raccrocher à quelqu'un d'autre que lui-même. Pour le reste, il est vraiment tout seul. Et voilà. Et elle, juste pour rebondir sur ce que disait Christophe par rapport aux voix totalitaires, c'est vrai que dans Chien 51, moi, ça m'intéressait assez la voix, le côté maman. Alors, je pense que l'autorité dans Chien 51, elle est diffuse. On ne comprend pas très bien comment ça fonctionne. Et on nous parle d'élections. On sait qu'il y a une espèce de commission avec la commission des commissions, un directoire de commission. Mais ce n'est pas un homme fort, c'est des commissions fortes. Il y a visiblement un espèce de groupe de mandarins comme un conseil d'administration plutôt. Mais tout ça n'est pas hyper poussé. J'aime bien l'idée que ça reste un peu flou. C'est-à-dire c'est une société plutôt qui a un discours plutôt doux de bien-être en fait. Et en ce sens-là plutôt mamone, et comme disent les Italiens, que paternaliste ou autoritaire. C'est-à-dire qu'en fait, on organise plein de choses pour le bien-être des gens. On organise le Love Day, qui est ce moment où on a le droit de faire l'amour avec tout le monde. On organise comment les flux de population se font entre les différentes zones de la ville. Tout est géré pour que ce soit fluide, en fait, et non heurté, et non autoritaire. Et je trouve que c'est une variante de l'autoritarisme qui existe, qui est possible, et que j'aimais bien explorer. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de tête très identifiable.
mais il y a un discours assez très prégnant, très intrusif. C'est un peu ça d'ailleurs dans votre livre, oui. ce régime. Et puis le danger politique, il est là même actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus les figures autoritaires années 30, c'est plutôt le bien-être. On est là pour organiser votre bien. Effectivement, cette fluidité. En 2027, dans Trouver refuge, il n'y a pas de surveillance. Les gens ont l'impression d'être libres, en fait. Tout est facilité pour qu'ils soient libres. Les cafés sont ouverts, les restaurants aussi. Simplement, en fait, il n'y a même plus besoin de surveillance puisque les gens, par les datas qu'ils produisent, se surveillent au fond. Et on n'a même plus besoin de leur demander. Et encore une fois, c'est pas quelque chose du futur. On le fait tous en laissant nos traces numériques en permanence, finalement. On donne peu à peu tout de notre vie. Donc c'est plutôt, oui, un bien-être, mais qu'est-ce qui se cache effectivement sous ce bien-être? 1984 d'Orwell, au fond, on ne voyait pas les mécanismes d'oppression, ils étaient là. Alors on n'avait pas le droit de faire l'amour, c'est vrai. Il y avait voilà, c'est d'ailleurs un grand roman d'amour, 1984. Mais c'est aussi ça, ce qui m'intéresse quand je parlais de la peur tout à l'heure, où nous mène la peur, c'est que au fond, si le confort est là, si l'ordre est là, finalement, tous les messages de haine peuvent se protéger, se propager, et ça ne heurtera plus personne, sauf les gens qui sont ciblés. C'est ce qui se passe au début. Moi, c'est pas du tout il n'y a pas eu de putsch. Hein. Papa, qui est un jeune papa, c'est un jeune président qui n'a pas d'enfant, qui vit seul. On ne connaît pas très bien sa sexualité. On ne sait pas grand-chose sur lui. Mais il a épousé la France, quoi. Il a épousé la France, il est là pour les gens, il n'a pas de famille, c'est quelqu'un qui n'a pas de famille, mais il est tout à fait charmeur, sexy, à disposition, c'est le super amant de la France. Donc si les gens se sentent bien, c'est là qu'est le problème en fait. Quand le bien-être est là et qu'on dit aux gens, mais ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Et c'est précisément ça, simplement c'est quand la bouteille à la mer que vous avez lu tout à l'heure surgit du passé que tout se dérègle et que là, l'autoritarisme peut se... Le seul autoritarisme qu'il y a dans Trouver refuge, parce que Mina est professeure d'histoire, parce que je voulais aussi que ça soit une professeure, parce qu'en fait on suit le père et sa petite fille sur le mont Athos, et Mina, un chapitre sur deux, elle essaie de réparer la catastrophe en cours et justement remonte le fleuve justement vers Paris et vers le pouvoir, justement pour affronter le pouvoir. Et les seules menaces, c'est sur l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire, on ne peut pas l'enseigner comme on veut. Et quand on veut l'enseigner comme on veut, c'est là qu'il y a des problèmes. C'est là qu'on vient de vous dire que vous offensez. Et j'ai aimé renverser le discours de l'offense qu'on entend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, chacun peut prétendre aujourd'hui être offensé. Et même un pouvoir autoritaire, même s'il n'a pas les apparences d'un pouvoir autoritaire, peut dire non, là vous offensez. La mémoire de la France, par exemple. Et donc c'est ça. Mais le reste, les gens sont bien, quoi. Les gens sont bien. Peut-être une dernière chose, on va s'arrêter ensuite. On a beaucoup parlé effectivement des allégories, des concepts, de la façon dont on s'inscrivait dans ces mondes-là, ce que ça disait d'aujourd'hui, des lieux. Mais peut-être pour conclure, on pourrait dire qu'il s'agit avant tout de romans très romanesques. Je crois que dans un cas et comme dans l'autre, il y a de la vitesse. Vous avez dit tout à l'heure ça cavale, mais effectivement c'est une écriture qui cavale. Chez vous, Christophe, il y a ces espèces de compte à rebours. Chez vous, Laurent, il y a cette enquête. Il y a bien sûr. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot de cette dimension-là, au-delà aussi d'une forme d'érudition qui est la vôtre dans ces livres, de réflexion sur le contemporain, peut-être le plaisir de raconter, le plaisir de porter un livre qui cavale. Je ne sais pas si j'y suis parvenu, mais c'était un des buts. Moi, j'avais envie de me frotter à la question de l'intrigue policière pour cette raison-là, c'est-à-dire d'aller voir dans le territoire du policier comment c'est fichu la question du suspense, en fait, que je trouve est une question magnifique et souvent non abordée par la littérature blanche, on va dire, sauf par Borges peut-être, mais vous voyez ce que je veux dire, on la laisse au genre, en fait, alors que, très honnêtement, moi, si j'avais la solution miracle pour que chacun de mes livres soit lu dans des conditions de suspense, c'est-à-dire avec cette espèce de mélange chez le lecteur de tension, de curiosité, d'envie de tourner la page, tout simplement, eh ben, je le ferais, je signe, hein, qu'il y ait une intrigue policière, un meurtre ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, cette question du suspense, moi, je trouve qu'elle devrait être centrale dans tous nos livres. Enfin, en tout cas, moi, j'ai très envie pour les miens que ça soit le cas, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cache
comment est-ce qu'on organise le jeu d'attente du lecteur, comment est-ce qu'on construit nos intrigues sur des fausses pistes. Voilà, c'est la question de l'ellipse, c'est la question du délai d'attente, effectivement, de l'information. C'est des questions de toute manière avec lesquelles on a un peu à voir, que le livre soit policier ou pas, hein. Mais là c'est central. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça hyper compliqué à faire. Ça a été un casse-tête pas possible. Je suis très admiratif maintenant quand je vois un film dans lequel il y a un vrai bon suspense. Je me dis, mais quand même, c'est rudement bien fait. Parce que il faut, je parle plus de Chain 51, mais c'est très virtuose. C'est-à-dire cette gestion de l'information. Voilà. On a tous vu tellement de choses, on est tellement consommateurs d'intrigues sous des tas de formes différentes, qu'arriver à surprendre ou à ménager encore des espaces d'inattendus dans un récit, faut le faire. Donc moi c'est vrai que j'avais envie d'essayer de me confronter à cette question, et comme le policier est un endroit où ça se fait, je me suis dit, bah allez, essayons de leur voler leur formule secrète. Christophe, pour conclure. Oui, bah, je suis très content que vous posiez cette question, parce qu'il y a un mot en grec qui est le mot poikilos, qui veut dire bariolé, chatoyant, tissé. Et j'aime cette idée-là, c'est-à-dire non binaire. C'est-à-dire que on est, pour moi, tout roman est une enquête. Moi, je procède par image. Ce livre, il est né d'une image, une sorte de zoom sur la main d'une petite fille dans la main de son père, mais vraiment zoom sur les mains, quoi. Au milieu d'une nature vraiment édénique, verte, parfumée, etc. L'idée d'un refuge. Et je ne savais pas d'où provenait. Dans Plongée, c'était le corps d'une femme nue, avec le sel qui cristallisait sur sa peau. Qu'est-ce qu'elle faisait dans un pays très lointain? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Je ne savais pas. Qu'est-ce que faisaient ce père et cette petite fille dans cette nature? Où était cette nature? Je ne savais même pas que c'était le mont Athos, sur lequel j'allais revenir, parce que j'avais écrit il y a longtemps sur le mont Athos déjà. Et en fait, la propre enquête, on l'a sur nous. D'abord, on ne sait pas ce que ça va devenir. On a une vague idée, peut-être un plan, mais on est obligé d'enquêter là-dessus. Et moi, je suis très content que vous posiez cette question, parce que au fond, le nom de la rose, par exemple, vous parliez d'érudition, et c'est vrai qu'il y a ça chez Laurent, il y a ça dans Trouver refuge, quand on parle de Byzance, quand on parle des pratiques sur le mont Athos, du chant des moines, de comment s'est fondé le mont Athos, et puis des moments de cavale, oui. Mais encore une fois, Carpaccio, quand il fait la fuite en Égypte, c'est hyper codé, le tableau, il y a plein de symboles, etc. Mais c'est un épisode de thriller. Cette famille va-t-elle pouvoir échapper à Hérode qui veut tuer tous les enfants? Donc on est là-dedans. Et moi je suis content qu'on ne se pose plus la question. Et puisque l'Italie est invitée d'honneur, Le nom de la rose, c'est ça. C'est extrêmement érudit. Et ça a fait un merveilleux thriller par Jean-Jacques Hano, souvenez-vous, avec cette musique, ces enquêteurs au sein de l'Église. Et le roman, et quand vous dites un roman romanesque, c'est ça juste où j'ai un peu tiqué. Roman romanesque, c'est-à-dire qu'il faudrait accoler le mot romanesque au mot roman. Là, il y a un problème. Roman, ça suffit. Voilà, exactement. Donc j'invite les lecteurs à retrouver ces deux romans qui s'intitulent Chien 51, donc le livre de Laurent Godet chez Actes Sud. Trouver refuge, c'est Christophe Onodibio chez Gallimard. Et encore immense merci à Olivier Martineau pour la lecture de ces deux extraits. Merci à tous et merci à tous les deux.